Nous allons vous parler de un simple 1. Peut-être il y en a parmi vous qui en ont déjà entendu parler et peut-être d'autres ne connaissent pas. Nous sommes une entreprise spécialisée en services conseils dans le domaine des technologies d'information. L'entreprise Un Simple 1 a été fondée au Canada depuis 2012 et existe au Mali depuis fin 2018. Comme offre de services et solutions, nous faisons de l'audit informatique, des placements en TI, l'externalisation d'archives et aussi nous faisons la location d'équipements informatiques comme les laptops et nous faisons aussi l'implémentation de processus informatiques. Et comme solution, nous avons Archico, qui est notre solution d'archivage. Nous avons Collab, qui est notre système de collaboration. Nous avons l'ITSM, qui permet de faire la gestion du parc informatique. Nous faisons aussi des applications sur mesure. Pour ce qui est des formations, Un Simple 1 propose des certifications en ISO 2001, en COVID-19, en ITOL, en marketing digital. C'est des exemples parmi tant d'autres. C'est une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, nous avons des partenaires un peu partout dans le monde. Comme exemple, nous avons Alfresco Technologies, Axelos, CGI, PeopleCert et ECB. Et en termes de référence des clients au Mali, nous avons Orange Mali, Orabank, AMRTP, CRS, MSN, etc. Au Canada, nous avons travaillé avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, avec FX Innovation, avec Airtrade Québec, ainsi qu'avec la Société de l'assurance automobile. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Tchemogo pour qu'il nous parle un peu de la sécurité informatique. M. Tchemogo, vous êtes là. Merci de nous parler un peu de la sécurité informatique. Bonjour tout le monde. Mon nom est Tchemogo Sidibé. Je suis certifié. J'ai quelques certifications en sécurité comme CISA, comme ISO 27001, comme CDPSE, puis Cloud Security aussi également. Donc, pour parler de la sécurité, il y a plusieurs volets que je pourrais vous parler, mais essentiellement, la sécurité consiste à protéger qu'est-ce qui a de la valeur pour l'organisation. Donc, quand on parle de protéger, on parle surtout des DIC. Pour certaines places, vous allez entendre le code DIC. Il s'agit essentiellement de protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de vos actifs informationnels. Donc, chaque entreprise, pour bien opérer, a besoin d'un ensemble d'actifs informationnels. Quand je parle d'actifs informationnels, il ne s'agit pas seulement de fichiers d'information, ça peut être des ordinateurs, ça peut être des serveurs, ça peut être des données, ça peut être également même son baptiste. Donc, chaque organisation se doit de protéger ses actifs pour continuer à bien opérer. Ces actifs contre qui? Contre les hackers, quelqu'un qui leur veut du mal, contre, ça se peut malheureusement, des gens qui ont déjà travaillé à l'entreprise, qui n'ont peut-être pas aimé l'expérience. Ça peut être également contre des gens qui veulent juste essayer pour tester leurs compétences techniques pour essayer d'exploiter des vulnérabilités. Donc, on est dans un monde où on n'est pas tout seul. Je suis actuellement assis au Canada, je vous parle. Vous êtes assis au Mali, on se parle à travers Teams. Et c'est un canal de communication. Si on utilisait un canal de communication qui était moins sécurisé, quelqu'un pourrait rentrer, exemple, entre nous deux tout de suite et puis arrêter peut-être le webcam de quelqu'un. Ça peut aller jusqu'à ce point. Donc, quand on parle de sécurité, on peut voir dans les médias, tout ce qu'on entend par rapport à récemment Colonial Pipeline, où il y a tout un système de distribution de carburant qui a été mis hors circuit. On peut entendre parler des données personnelles des compagnies ici comme Equifax qui ont
laisser aller plus de 100 millions de données. Récemment, on entendait également des gens qui avaient des informations sur 50 millions de Chinois, sur leur mode de vie, tout le reste. Donc, vous allez me dire, mais à quoi ça sert tout ceci? Imaginez-vous, si je connais ton nom, je connais ton adresse, je connais toutes tes informations personnelles, je pourrais prétendre être Aminata, je pourrais prétendre être BCD ou Hassan ou toute autre personne pour agir à leur nom. Puis, si le crime est réalisé avec succès, qui va se faire blâmer? C'est pas moi, ça va être eux, ça va être leur nom, ça va être leur identifiant qui a été utilisé. C'est pour cela qu'il est important de protéger nos actifs et puis de s'assurer que les entreprises continuent à adresser la sécurité comme pas juste un petit volet dans l'organisation, mais comme une partie intégrante de l'organisation. Et à l'ère du Covid, on a vu que les gens étaient obligés de rester chez eux. Donc, on se rend compte qu'on est de plus en plus dépendant de tous les gadgets informatiques qui nous entourent, que ce soit nos téléphones cellulaires, nos ordinateurs, tous les appareils connectés, ainsi de suite. Donc, ceci est juste une introduction par rapport à la sécurité. Allez-y, Minato. Merci, M. Tchemogo, pour ces explications. Donc, la présentation va continuer avec M. Hassan qui va nous expliquer les domaines et métiers de la sécurité ainsi que les parcours et compétences. M. Hassan, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. C'est Touré Hassan, architecte de sécurité certifié comme TIA Sécurité Plus, Ethical Hacker. En ce qui concerne les domaines de la sécurité, l'ANSSI, l'Agence française pour la sécurité des systèmes d'information, dans sa publication intitulée Panorama des métiers de la cybersécurité, a catégorisé les métiers de la cybersécurité dans 4 grands domaines, qui sont les suivants. Le domaine de la gestion de la sécurité et du pilotage des projets de sécurité. Dans ce domaine-là, on retrouve des métiers comme directeur de cybersécurité, responsable de sécurité des systèmes d'information RSSI, responsable des projets de sécurité. On a aussi des domaines comme la conception et maintien des NSI sécurisés, dans lesquels on retrouve des métiers comme architecte de sécurité, administration des solutions de sécurité, les auditeurs organisationnels, les auditeurs techniques. Toujours pour continuer sur les domaines, on a les domaines de la gestion des incidents et des crises de sécurité, dans lesquels on retrouve des responsables SOC, Security Operations Center, des opérateurs analystes SOC, des responsables CIRT ou CERT, des analystes de réponse aux incidents de sécurité et des gestionnaires de crise. Et en dernier, nous avons des domaines de conseil, services et recherche, dans lesquels on retrouve les consultants de sécurité, les formateurs et aussi les développeurs de solutions de sécurité et les intégrateurs de solutions de sécurité. Cette liste est bien entendu pas exhaustive, il y a d'autres métiers de cybersécurité, mais je jugé nécessaire de maintenir à ces métiers qu'on retrouve très souvent ici et à peu près dans la sous-région. Merci, M. Hassan. Donc, M. Tchemogo, vous allez poursuivre en nous donnant plus de détails sur les mesures de la gestion et du pilotage des projets. Le premier point. Avant de parler des différents métiers, côté gestion, tout ça, mon objectif ici, c'est de vous demander, est-ce que vous avez des attentes en matière de rôle que vous voulez jouer plus tard dans la cybersécurité? Est-ce qu'il y a des participants qui ont des questions par rapport à cela et des rôles ou des aspirations par rapport à la cybersécurité? Plus tard. Ou si vous avez déjà des rôles actuels, vous pourriez nous en dire. Donc, ceci étant, je parlerai un peu du rôle de directeur de cybersécurité. On a, comme Hassan l'a bien dit, on a découpé les rôles en environ 16, selon l'agence NCA. Donc, les rôles dont je vais vous parler sont les rôles liés plus à la gestion de la sécurité. Donc, c'est les rôles plus de gouvernance.
Dans ces rôles-là, on va trouver le directeur de cybersécurité. Son rôle est essentiellement, on le trouve dans les grandes entreprises, de définir les cadres et les stratégies de cybersécurité, de répondre aux enjeux de cybersécurité et de viser à ce que l'organisation soit conforme aux règlements dans le pays où il opère. On peut également voir que il peut s'assurer également que l'organisation répond à des critères spécifiques, comme les conformités par rapport à des normes et des standards du marché. Une des normes qu'on entend beaucoup parler, c'est la norme PCI, PCI DSS. Et en général, pour avoir ce rôle-là, il faut avoir une formation de bac avec une spécialisation en cybersécurité, puis de l'expérience, on parle d'environ plus de 10 années d'expérience. Au niveau des certifications, et ça, c'est des certifications qui sont recommandées pour atteindre ce niveau-là. On parle d'avoir ITIL qui permet de donner une vue d'ensemble sur l'organisation. On parle d'avoir toutes les bases sur ISO 27001, 27002 et 27005. COBIT, on est à la version 2019 actuellement. On parle également, si possible, pour la personne de faire CISSP. CISSP est une formation pour les directeurs. Il y a un volet technique dedans, mais c'est moins technique que Security Hacker, quelque chose comme ça. Le Computer Security Plus, le CISO, si c'est possible, le CISIM, c'est de l'ISACA, puis il y a le CISA, Certified Information Auditor. De mon côté, j'ai certaines de ces certifications comme ITIL, ISO, COBIT, CISA, ainsi de suite. Donc, voilà. Okay. On parle maintenant du second rôle qui est le rôle de responsable de la sécurité des systèmes d'information. Ce rôle-là assure le pilotage et la démarche. D'un côté, on vous a expliqué qu'on doit définir la stratégie, qu'est-ce qu'on doit faire, et puis quelles sont les actions à mettre en place, tout ça. Ce rôle-là s'assure du pilotage qu'on atteigne la stratégie, tout ça. Donc, on définit qu'est-ce qu'on veut faire. Ce rôle s'assure de l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, au niveau des formations, c'est recommandé d'avoir Bac plus 5, des expériences dans le domaine de cybersécurité, puis des certifications qui sont listées en bas, qui se retrouvent. Et vous allez voir la différence essentielle entre ce rôle et le rôle d'avant, c'est que ce rôle-là, le rôle d'avant, on parlait de plus de 10 années d'expérience. Ce rôle-là, c'est plus de 5 années d'expérience. Responsable de projet de sécurité. Donc, on a parlé tantôt de définir les stratégies, s'assurer c'est lui qui exécute les stratégies. Deuxième rôle, ce rôle-là ici est un rôle de responsable de projet de sécurité. Cette personne-là s'assure que les projets de sécurité soient définis, mis en œuvre, conduit les déploiements, tout ça. Il s'assure que les objectifs fixés sont atteints. On parle souvent des objectifs en termes d'objectifs SMART, qui sont des objectifs qui sont réalistes, mesurables, atteignables. Donc, on s'assure de cela. Au niveau des formations, avoir une base, un bac plus 3, un bac plus 5 en informatique serait bien. Avoir formation comme PMP pour la gestion de projet, ce serait également très bien. Donc, au niveau des formations complémentaires, on peut voir des certifications souhaitées comme ITIL, comme ISO 27001, comme CISSP, comme d'autres formations complémentaires. Merci beaucoup. Ceci complète la partie pour les gestionnaires. Merci, Monsieur Tchemogo. Merci. Donc, la présentation va poursuivre avec Monsieur Hassan. Monsieur Hassan, pouvez-vous nous parler un peu plus de la conception et maintien d'un SI sécurisé, ainsi que de la gestion des incidents et des crises de sécurité? Merci, Madame Aminatou. Pour ce qui est du domaine de la conception et maintien des SI sécurisés, on retrouve des métiers comme l'architecte de sécurité. L'architecte de sécurité, c'est celui qui définit l'architecture de sécurité d'une entreprise et s'assure que les choix techniques et technologiques des projets IT respectent les exigences
de sécurité de l'organisation, mais aussi que ces techniques et technologies s'alignent sur les business, les objectifs business de l'entreprise aussi. Donc, comme prérequis, une formation de Bac plus 5 et dont une spécialisation en cybersécurité est recommandée avec des années d'expérience préalable en architecture technique des systèmes d'information, communément ce qu'on appelle ici administrateur système réseau. Comme certification, il est souhaité d'avoir le CSSP ou une certification en Contia Sécurité Plus. Aussi d'évoluer vers des certifications comme le CNDA, Certified Network Defense Architect, qui est une certification pour l'architecture des systèmes d'information. Aussi d'avoir une certification GIAC Defense Security Architect. Il est aussi souhaitable d'avoir des certifications de quelques solutions cloud, parce qu'on remarque aussi que l'architecture des SI, il y a beaucoup d'éléments cloud dans les architectures des SI des entreprises, donc il est souhaitable d'avoir des certifications comme Azure, Google Cloud Professionnel, Contia Cloud, aussi Cloud Security Professionnel. Le métier d'administrateur de sécurité, des solutions de sécurité, c'est celui qui déploie les solutions de sécurité, les administre, les exploite. Des solutions de sécurité comme des antivirus, des sondes, des firewalls. Ils participent au bon fonctionnement des solutions de sécurité en garantissant leur maintien opérationnel. Comme formation, un Bac plus 3 avec une spécialisation en informatique est souhaité. Avoir préalablement une expérience dans les environnements de production et d'exploitation ou même une expérience en support utilisateur. Les certifications souhaitées sont notamment le GIAC Defense Security Architect, Contia Sécurité Plus. Ensuite, évoluer vers des certifications de solutions comme Cisco, Fortinet et autres, parce qu'on est appelé à déployer des solutions comme celle-ci. Donc, ce serait préférable d'avoir des certifications solutions. Aussi évoluer vers une certification comme le CIH Ethical Hacker ou Lead Ethical Hacker de PCB ou de Contia Pentest, parce que ces certifications sont importantes parce que avec ces certifications, on apprend les techniques de hacking. Donc, en tant qu'administrateur de solutions, il est important de savoir quelles peuvent être les techniques que les attaquants peuvent utiliser pour mettre à mal les solutions de sécurité qu'on déploie. C'est très clair. OK. Donc, ce qui concerne le métier d'auditeur de sécurité organisationnelle, c'est celui qui réalise des audits et des contrôles de processus de sécurité. Il s'assure de la conformité des politiques internes à l'organisation ou de la conformité avec des bonnes pratiques de l'industrie, en fait. Que ce soit des références comme ISO 27001 ou des références comme les NIS. Il s'assure de la conformité avec la politique préalablement définie par l'organisation ou de la conformité avec des standards comme l'ISO 27001 ou le PDI DSS. Une formation Bac plus 5 est souhaitée et avoir aussi une expérience en audit, en fait. Donc, comme certification, il serait bien de partir sur une base de ITIL pour tout ce qui est gestion de projets informatiques. Aussi avoir une certification ISO 27001 qui concerne les exigences de management de la sécurité des systèmes d'information. Aussi une certification ISO 27002 ou une certification ISO 27005 qui concerne la gestion de la sécurité, la gestion des risques plutôt. Il est aussi souhaitable d'avoir une certification COVID. Comme M. Sylvé l'a si bien dit, ils sont actuellement à la version 2019. Et plus tard, c'est une certification CISA qui émet un niveau beaucoup plus élevé de certification pour les auditeurs, mondialement reconnu
et qui est surtout beaucoup très demandé. Pour ce qui concerne le métier de lutteur de sécurité technique, communément appelé pen tester ou testeur d'intrusion, il a pour rôle de réaliser des évaluations techniques d'environnement informatique, d'identifier les vulnérabilités et de proposer des plans de remédiation. Donc, ça peut concerner les tests d'intrusion, comme je l'ai dit, ou les audits de code, ou les revues de configuration. Il est souhaitable pour ce métier d'avoir un bac plus 3 à bac plus 5, dont une spécialisation en cybersécurité, aussi d'avoir une expérience en audit IT. Comme certification, il est souhaité d'avoir ITIL, comme je l'ai dit toujours, pour la gestion des projets informatiques. Et plus loin aussi, une certification CEH Ethical Hacker ou Lead Ethical Hacker ou Contier Pen Test Plus, qui sont toutes des certifications d'Ethical Hacker. Et plus loin aussi, avoir une certification OSCP avec la certification OSCP, plusieurs domaines en fait. On a la certification pour les exploitations de serveurs web, les exploitations cloud et autres. Donc, en fonction du domaine de spécialisation, choisir une certification OSCP. Aussi, une certification Ethical Hacker Master, qui est un level plus élevé que le CEH. Et plus loin, avoir une certification CPENT, Certified Penetration Testing Professional de EC Console, qui est vraiment une certification beaucoup plus élevée et qui permet par la suite même d'avoir un certificat CEH Master avec une validation de plus de 90%. Donc, en ce qui concerne les métiers du domaine de la gestion des incidents et des crises, nous avons les métiers comme responsable SOC, SOC pour Security Operations Center. Le responsable SOC est celui qui organise, planifie les opérations quotidiennes du SOC, évalue les niveaux de vulnérabilité et détecte des activités suspectes et propose des mesures de solutions palliatives. Comme formation, il est souhaité d'avoir un bac plus 5 en cybersécurité et une expérience de minimum 5 ans pour la gestion des SOC, pour le responsable de la gestion des SOC. Avoir un minimum de 5 ans au sein des SOC. Comme certification souhaitée, il est préférable d'avoir une certification IT, toujours pour la gestion des services informatiques. Et aussi une certification ISO 27005 pour la gestion des risques. Cette certification offre les compétences de gestionnaire des risques qui va servir aux responsables SOC pour l'évaluation des risques et puis la proposition des mesures palliatives. Plus loin aussi, il est souhaitable d'avoir une certification CESA de IC Console, Certified SOC Analyst, ou une certification GIAC Security Operations Certified, CSOC. Donc, plus loin aussi, il est préférable d'avoir des certifications de manager en gestion des opérations, comme le GSOM, ou le 27035 de PCB, Incident Management. Les opérateurs SOC, comme on l'a dit, le poste précédent parlait des responsables. Les opérateurs analystes SOC sont ceux qui travaillent au sein des SOC. Donc, ils identifient, catégorisent, analysent et qualifient les événements de sécurité en temps réel de manière à apporter des réponses précises pour réduire un peu tout ce qui est incident ou pour éviter les incidents. Comme formation, il est souhaitable d'avoir une spécialisation Bac plus 3, dont une spécialisation en sécurité. Aussi avoir une ingénierie et une expérience en ingénierie réseau. Il est bien d'avoir des compétences en réseau parce que, comme on l'a dit, l'essentiel des attaques sont sur les réseaux et les systèmes. Donc, du coup, il est préférable d'avoir une expérience en ingénierie réseau et système. Comme certification, il est souhaitable d'avoir une certification ISO 27001, gestion des risques, une certifiée SOC Analyst de IC Console,
ou une certification Security Operations Certified de GIAC. Pour un niveau plus élevé, un certificat de management des incidents. Les responsables des CIRT, des CSRIT ou Computer Security Incident Response Team, communément aussi appelé les CERT, Computer Emergency Response Team, c'est un poste qu'on retrouve au sein des organisations, mais qu'on retrouve aussi à l'échelle des pays très généralement, surtout dans ces contextes de tensions internationales, où on voit des pays qui subissent beaucoup plus d'attaques de la part de certains pays ou des groupes ATP beaucoup plus élaborés. Donc, le responsable, certes, est responsable des équipes de réponse aux incidents cyber. Il assure la bonne exécution des investigations et la coordination des parties prenantes lors d'un incident de sécurité. Comme je l'ai tantôt dit, c'est un poste qu'on retrouve beaucoup plus à l'échelle des pays. On a des pays qui ont des CERT ou des CERT. Comme formation souhaitée, il est bon d'avoir un bac plus 5 pour une spécialisation en cybersécurité. Aussi, une expérience professionnelle de minimum 5 ans au sein d'un CSIRT pour devenir responsable. Avant de devenir responsable de la team en question. Donc, comme certification souhaitée, il est préférable d'avoir une certification ITIL toujours pour la gestion des services informatiques. Aussi une certification ISO 27005 pour la gestion des risques. Et une certification CESA ou une certification GSO, c'est GIAC Security Operation Certified. Aussi des certifications au niveau managérial comme le GIAC Security Operation Manager ou celui du PCB, l'ISO 27035. Les analystes de réponse aux incidents, ce sont les membres de la team qui travaillent au sein des CIRT, des CSRIT. Comme formation souhaitée, un bac plus 5, dont une spécialisation en cybersécurité. Aussi pour les certifications, avoir la 27005, toujours pour la gestion des risques. Aussi une certification CESA d'ici console ou une certification GIAC Security Operations Certified ou une certification CISA plus de CompTIA Security Analyst ou une certification CHFI Certified Hacking Forensic Investigator. Ces certificats concernent les investigateurs cyber, ceux qui sont censés faire des investigations en cas d'incident et déceler un peu les responsabilités. Encore plus haut, une certification au niveau managérial, dont peut-être celui de l'ISO 27035 pour le management des incidents. Le gestionnaire de la crise de cybersécurité. Il peut intervenir au sein des CERT ou des CSRT en tant que consultant ou en tant qu'interne de l'organisation. Et il travaille à la gestion, il travaille pour la résolution des crises, il conseille les directions, et les aide à élaborer des plans de réponse aux incidents. Comme formation souhaitée, un bac plus 5 dans une spécialisation en cybersécurité. Aussi avoir une expérience professionnelle de minimum 5 ans. Comme certification souhaitée, une certification IT pour la gestion des projets informatiques ou une ISO 27005 pour le management des risques. Plus loin encore, une certification CESA de IC Console ou une certification Security Operation Certified de GIAC. Et encore plus loin, une certification en management des incidents.
Merci beaucoup, Monsieur Hassan. Donc là, pour clôturer notre présentation, Monsieur Tchemogo, vous allez nous parler sur les domaines du conseil des services et recherche de la sécurité. Et en passant, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ça va, j'ai compris ça. Merci. Merci, Aminatou. Donc, souvent, je demande aux gens qui veut gagner beaucoup d'argent. Tout le monde lève la main. Quand on demande aux gens, quels sont... es-tu prêt à payer le prix? Des fois, on a moins de mains qui sont levées. Je fais le parallèle parce que souvent, les gens qui ont dit, quand vous êtes consultant en cybersécurité, souvent, vous ne manquez jamais d'emploi et puis il y a toujours des opportunités et tout ça. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, il y a quand même le prix à payer qui est de se spécialiser. Donc, actuellement ici, au Canada, je travaille comme consultant en cybersécurité chez certains clients de grande envergure. Donc, dans le cadre de consultant en cybersécurité, ce qu'on fait essentiellement, c'est de regarder les organisations, voir qu'est-ce qu'ils font, faire un diagnostic et par la suite proposer des solutions. Donc, ceci peut passer par une analyse des protocoles de sécurité qu'ils utilisent. Ceci peut passer par un audit sur leur façon de faire par rapport à la norme ISO 27001 pour dire, voici là où tu scores bien, voici là où tu scores moins bien. Et sur une échelle de 0 à 5, si on prend une échelle de maturité, voici là où tu es en maîtrise, voici là où tu n'es pas en maîtrise. Donc, pour arriver à ce niveau-là, ça prend minimalement un bac plus 5 en cybersécurité, sinon beaucoup plus, et avoir certaines certifications de base comme ISO 27001, ISO 27002, 5, COBIT, on avait COBIT 5, maintenant on a COBIT 2019. Des certifications en fonction du domaine, comme tu fais de l'audit, vous allez avoir besoin de CISA, CISSP, ainsi de suite. Quand on parle du cloud, tantôt Hassan vous a parlé de Cloud Security Professional. Donc, plus en plus, ici, comme ailleurs, on parle de Cloud First. La plupart des organisations s'en vont dans le cloud. Donc, il va être important de maîtriser tous les enjeux de sécurité reliés au cloud également. Donc, si vous vous alignez sur ça, vous êtes garanti que vous allez toujours avoir de travail, du moins pour les 25 prochaines années. Formateur en cybersécurité. En général, pour être formateur, il faut d'abord bien connaître son domaine. Donc, dans ce cas-là, les formateurs en cybersécurité, c'est eux qui vont faire des formations. Les formations peuvent être des formations de grande envergure, comme ça peut être de la sensibilisation, comme ça peut être juste des formations sporadiques sur certains domaines. Exemple, tout ce qui est les enjeux de la gestion des identités et des accès pour les RH, pour les gens en sécurité, pour les administrateurs réseau, les gens qui rentrent dans l'entreprise, qui sortent de l'entreprise. Également, il est important de les former à savoir c'est quoi les enjeux par rapport à la sécurité, la sensibilisation par rapport à cela. Donc, certification dépend toujours du domaine dans lequel vous êtes. On dit pour convaincre, il faut être convaincu. Donc, il faut que vous-même, vous maîtrisez ce domaine-là. Exemple, je ne peux pas venir parler de sécurité réseau si j'ai zéro connaissance en réseau, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, les accréditations nécessaires. Donc, les accréditations, tu peux les avoir à travers l'ISACA, PSCB, puis autres. Encore là, ce sont des bons créneaux, ça prend du temps, mais c'est faisable, comme toute chose dans la vie. Développeurs de solutions. Donc, il nous reste juste 2, après ça, c'est fini. Des développeurs de solutions sécurisées, en général, tout ce qui est développement de sécurisé, tantôt Hassan disait que beaucoup d'attaques étaient du côté des réseaux et aussi du côté de la vulnérabilité des codes qui sont utilisés. Donc, il y a des formations spécifiques par rapport à cela. Vous allez beaucoup entendre parler du OWASP, du top 10 des OWASP, tout ce qui est les meilleures pratiques en matière de sécurité dans un développement sécurisé. Donc, on parle entre autres de formation Bac plus 3 dans le côté développement et puis développement sécurisé. Il est important de savoir qu'on peut être développeur sans avoir le volet de sécurité. Mais il est important toujours bien d'être développeur et d'avoir une certaine sensibilité à la sécurité.
Ceci permet de faire des applications plus sécurisées, d'exiger des MFA, des authentifications multifacteurs, pour ne pas dire MFA, peut-être ça va être trop technique pour certaines personnes. Comme formation, ça peut être avoir un Scrum à part de votre base de développement, ITIL, Cisco CCNA, Computer Network Plus, avoir Ethical Hacker plus tard. Le dernier. Dans le dernier, on parle de l'intégration des solutions. De plus en plus, les organisations vont chercher des solutions qui vont embarquer chez eux. Puis, ces solutions-là, ça va passer par des intégrateurs. Donc, ce sont les intégrateurs de solutions de sécurité. Ces gens-là vont s'assurer de l'assemblage de la solution. Ils doivent également s'assurer que la solution qu'on intègre, exemple, ça peut être, on a une banque, on ne développe pas des solutions, mais on va acheter des solutions déjà faites pour notre besoin. Ces gens-là doivent s'assurer que les solutions qu'on va chercher et on va déployer sont déployées de façon sécuritaire. Souvent, vous allez entendre parler de cryptographie. La plupart des gens qui font la cryptographie, qui est chiffrement des données, vont vous dire qu'il est difficile de craquer le système de cryptographie. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attaquer la façon que le système de cryptographie a été implémenté. Donc, il est important d'avoir des intégrateurs de solutions bien formés. Au niveau des formations, Bac plus 3 à Bac plus 5, spécialisation en informatique. Au niveau des certifications, ITIL, Scrum, Cisco, CCNA, Ethical Hacker. Donc, merci beaucoup. On va laisser BCD parler de dernier point. Bonjour à tous. Merci d'être là à nos niveaux sur notre panéliste de podcast. Donc aujourd'hui, moi je m'appelle BCD Traoré, je suis la responsable du développement commercial d'Instaplan. Donc par ça, je vais vous parler des formations que nous disposons. Sans plus tarder, nous avons des partenaires que nous on travaille avec, comme partenaires comme PCB, qui sont très connus en international, ils donnent des certifications. Et aussi nous avons comme des partenaires APMG qui nous donnent des formations. Et aussi, on a aussi Axios. Et à la fin, nous avons aussi des PeopleCert. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, nous avons des formations qu'on dispose ici, qu'on a déjà donné ces formations à plusieurs pays à des clients, au Mali et aussi au Canada. Donc, ça va commencer d'abord par les formations qui est ISO 27001, qui est introduction. Alors, cette formation, c'est juste à la base des normes ISO 27001 qui permet aux candidats d'appréhender le concept fondamental des systèmes de management. Alors, cette formation, c'est juste pour donner la base de tout ce qui est comme fondamentaux d'un système de management. Et ce qui suit, c'est la formation qui est ISO 27001 Fondation, qui le candidat de faire l'examen de 1 jour, de 2 jours, et plus 2 jours de décès. Et le candidat aussi aura aussi un coupon des coupons à qui, quand il fait l'examen aujourd'hui, donc si l'examen a été un échec, il pourrait encore. Donc, ce qui suit, comme vous voyez ici, on a des différentes formations qui commencent par introduction jusqu'à la ISO 27005 Risk Manager. Toutes ces formations sont à la base sont personnalisées pour le besoin des clients. C'est-à-dire, auparavant, ces formations étaient tellement difficiles à trouver parce qu'il faudra se déplacer pour aller assister à ces formations et payer plus cher. Donc, grâce à nos partenaires ici, comme PCB, APMG, Axios et PeopleCert, ils ont en fait facilité de donner la formation en ligne. Ces formations sont tous en auto-formation. Tu peux prendre cette formation en environ 4 jours. Et aussi, vous avez aussi un examen qui sera ajouté à votre niveau. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez des détails de ces formations, on sera en mesure de vous envoyer par courriel. Donc, merci. Merci beaucoup, BCD. C'était très clair. Je pense que certains d'entre vous connaissent peut-être BCD, sinon vous aurez un intérêt à les connaître. Il travaille avec nous depuis un bout, puis il est très bon dans ce qu'il fait. Voilà, merci à tout le monde. Excusez-moi. Un grand merci à nos présentateurs, M. Djemogo, M. Hassan, et enfin à M. BCD.
Donc, je suppose que chacun a eu un peu d'explication à ces questions. Mais bon, là, tout de suite, comme je l'avais dit au début, nous avons de mettre vos questions de côté et que nos spécialistes vont vous répondre. Donc, si quelqu'un a des questions, nous vous écoutons. Oui. Je tiens également à ajouter que ceci, c'est un premier webinaire qu'on fait. C'est enregistré. On va le rendre disponible en ligne également. Mais on va également, dans la mesure du possible, faire un webinaire sur un différent thème chaque mois. Donc, par année, on devrait avoir au moins 10 à 12 webinaires. On sait que le mois de décembre et puis certains mois pendant les vacances de juin, juillet, août, on peut être un peu plus calme, mais on va tenir de faire au moins un webinaire chaque mois. Donc, si vous êtes intéressé à discuter d'un thème spécifique, vous pouvez nous écrire également pour soumettre vos thèmes, si vous voulez qu'on discute de cela. Merci. Merci, M. Tchemogo. Donc, si vous avez des questions, merci d'activer le micro et de poser les questions. Merci, M. Amadou Dagnou. Donc, je suppose que tout le monde a compris ce qui a été dit pendant la présentation. Il n'y a pas de questions? Ah, il y a une question. Il y a une main levée, je pense. Il y a une main levée de Aboubakar Sidiki. Oui. Okay, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour, oui. Monsieur Sidiki. Ok, bonjour tout le monde. Merci aux animateurs vraiment pour cette présentation. Moi, j'ai deux questions pour Monsieur Sidibé et Monsieur Touré. Voilà. Maintenant, d'abord, je suis Aboubakar Sidiki Traoré. Je suis responsable informatique. Je suis ingénieur système réseau. Et je vois que dans les présentations, on a parlé de beaucoup de certifications, enfin, dont le dernier slide même a fait l'objet d'une brève présentation par M. Traoré. Maintenant, ces certifications-là, en réalité, si on peut avoir, si on peut avoir les éléments pour pouvoir préparer ces certifications-là, c'est important. Je pense que l'accent a été mis sur ces certifications-là. Il y a beau, parce que c'est ces certifications-là qui viennent un peu en appui des différentes connaissances qu'on a acquises au fil du temps. Maintenant, si les experts peuvent nous aider à préparer ces certifications, avant même de passer au passage des certifications, en fait. Voilà, ça c'est ma première question. Maintenant, ma deuxième question, sur quel élément on peut se baser, d'accord, pour mettre en place une bonne politique de sécurité pour notre SI, quoi. Voilà. C'est les deux questions que je voulais soumettre à l'assistance. Merci. Merci beaucoup. Je peux essayer de répondre Aboubakar Sidiki. À la première. D'accord, M. Tchemogo, allez-y. Deuxième, je peux laisser à s'en ajouter quelque chose, sinon je peux essayer de répondre. Par rapport aux formations, on offre ces formations-là en plusieurs volets. Ça peut être des formations en personne, par moi, par M. Touré, par d'autres formateurs qui sont ici ou là-bas. On offre également la possibilité de prendre les formations en auto-formation et en français. Exemple, je prends ISO 27001. On a actuellement des DSI au Mali qui prennent la formation ISO 27001 avec nous en français. Et comme disait BCD, quand tu prends ces formations-là avec nous, on te donne 2 vouchers, 2 coupons pour faire ton examen. Donc, on espère toujours que la personne passe du premier coup, mais s'il ne passe pas du premier coup, il a toujours eu la chance de voir c'est quoi l'examen, puis peut reprendre l'examen. On a également on offre également
quand on donne des packages comme ça, des petites heures de consultation. Si c'est en auto-formation, des petites heures d'accompagnement. Exemple, on a un des responsables de sécurité d'une banque au Mali actuellement qui s'est inscrit à une de nos formations sur COVID. Il a décidé de prendre une auto-formation. Il a fait sa première lecture il y a environ, je pense, une semaine ou deux. Il m'a contacté, il dit Timoko, j'aurais besoin d'éclaircissement sur certains aspects de COVID 2019. On s'est assis ensemble, je l'ai expliqué, il m'a dit OK, c'est beaucoup plus clair maintenant. Donc, on aide les gens à passer l'examen parce que notre succès, c'est pas le nombre de certificats que nous-mêmes on a eu, c'est comment est-ce qu'on peut aider les autres à donner leur 100%, leur 110%, à devenir comme... Parce que plus on a une plus grande communauté, mieux c'est pour tout le monde, pour les entreprises maliennes, c'est également bien pour la protection même de toutes les entreprises au Mali, mais on pourrait avoir une communauté au Mali de sécurité qui peut représenter un chapitre, par exemple au niveau de l'ISACA, au niveau de IC Square, des choses comme ça. Pour ce qui est de la politique de sécurité, je peux laisser Hassan glisser quelques mots. Bonjour, M. Traoré. Pour ce qui concerne les bonnes pratiques pour mettre en place une politique de sécurité, je vous dirais tout d'abord de ne pas... L'erreur courante que les gens font dans l'élaboration des politiques de sécurité, c'est de copier-coller entre guillemets une politique de sécurité. Donc, c'est la première chose que je vous conseille de ne pas faire parce que les entreprises ne sont pas les mêmes. La politique de sécurité, c'est pour pallier aux éventuels risques de sécurité auxquels l'organisme est exposé. Donc, la politique de sécurité, elle est variable d'une société à une autre. Donc, ne jamais calquer sa politique de sécurité sur la politique de sécurité d'une autre organisation. Et le préalable pour l'élaboration d'une politique de sécurité efficace, c'est d'abord faire une analyse des risques. On fait une analyse des risques, on évalue ses faiblesses et pour pallier à ces faiblesses, on élabore la politique de sécurité. La politique de sécurité, c'est une mesure qui vient en appui des mesures techniques de sécurité pour éventuellement minimiser les risques de sécurité. Donc, comme conseil, je vous dirais de ne jamais copier-coller une politique de sécurité d'une organisation quelconque. Même si on est un groupe, il est important de ne pas copier-coller la politique de sécurité du groupe, de faire une évaluation à son niveau et ensuite élaborer une politique de sécurité. Donc, comme troisième conseil, d'abord ne pas, comme je l'ai dit, ne pas faire une analyse des risques en fait. Faire une analyse des risques, évaluer ses faiblesses et puis élaborer la politique de sécurité. Et ensuite, comme troisième question, il faudrait que la politique de sécurité s'aligne sur les objectifs business de l'entreprise. Il ne faudrait pas qu'il y ait une politique de sécurité qui va à l'encontre des objectifs business de l'entreprise. Parce que, en gros, tout ce qui est fait comme objectif, c'est pour atteindre les objectifs business de l'entreprise. Donc, la politique de sécurité, elle doit venir en appui pour atteindre les objectifs business de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si M. Siribé a d'autres éléments à ajouter, mais ce sont essentiellement les trois conseils que j'avais à vous donner concernant l'élaboration d'une politique de sécurité. Non, c'est très bien tout ce que vous avez mis. Merci à ça. Donc, merci à M. Aboubakar pour ces questions et j'espère que vous êtes satisfait des réponses qui ont été données par nos experts. Voilà. Merci, j'ai compris. Merci beaucoup. Pour de rien. Merci. On est toujours à votre disposition. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser des questions? Sinon, le temps qui nous est réparti est presque déjà écoulé. Hein. C'est bon. Il faut également ajouter qu'on va voir les participants qui ont participé à la présentation. On peut les envoyer le PDF de la présentation également.
Exactement. Merci beaucoup, tout le monde. Donc là, nous allons clôturer. Nous allons dire merci aux participants, merci aux présentateurs, merci à tout le monde et on espère vous revoir bientôt. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Monsieur Timo, vous avez quelque chose à ajouter? Je dis le mois prochain, on va dire, Inch'Allah. Je disais, le mois prochain, on fait un webinaire mensuel. Puis voilà, si vous avez des sujets à suggérer, vous voulez qu'on en parle, vous pouvez nous en laisser un mot peut-être 3 semaines à l'avance. Donc, ce serait bien. Merci beaucoup tout le monde, puis passez une très bonne journée. Merci. Merci tout le monde. Merci et au revoir à tout le monde. À la prochaine.